Le classement d'un produit étant de la responsabilité de l'industriel, c'est à vous de le faire. Et si vous n'en êtes pas sûr, à ce moment-là, vous demandez auprès des autorités qui pourront vous confirmer ou pas son classement. Mais c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas le classement, vous ne pourrez pas continuer. Et si vous vous trompez dans le classement, ben vous allez vous tromper dans tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer la bonne réglementation. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat en compagnie aujourd'hui de Pierre Bory. Bonjour Noah. Bonjour Pierre et ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast pour venir parler d'un sujet spécifique qui s'appelle le contrôle des exportations. Alors on en a déjà parlé de manière plutôt générale et aujourd'hui je souhaitais faire intervenir un spécialiste de l'angle sectoriel du contrôle des exportations appliqué justement aux activités spatiales. Alors Pierre, vous savez, sur ce podcast, il y a une grande tradition qui est d'abord de vous connaître, de vous présenter. Oui. Donc Pierre, j'ai envie de vous dire, quel est votre parcours ? Alors, je suis ingénieur, j'ai fait des études de physique et je me destinais à faire de l'activité dans le domaine du renouvelable, du solaire. Et dans mes recherches de travail à l'époque, j'ai eu la chance, par hasard, de tomber chez Aérospatiale à l'époque, qui avait commencé ses activités de satellite. Donc, j'ai pas commencé immédiatement dans les satellites, j'ai commencé dans les missiles. Alors, ils travaillaient dans les deux domaines. Et puis, progressivement, ils ont basculé dans le domaine des satellites. Et j'ai donc suivi ce parcours pendant une bonne vingtaine d'années, je dirais. Voilà, plutôt des activités d'ingénierie, de développement de produits, etc. sur les satellites. Et il est arrivé un événement en 99 qui a été la perte d'un satellite américain avec un lanceur chinois qui a déclenché une modification de la réglementation américaine. Et on m'a demandé à l'époque de me pencher sur cette réglementation pour voir comment la société pouvait continuer à vendre ses satellites sans être impactée par cette réglementation américaine. Donc ça a été le début de cette recherche que j'ai menée pendant des années sur ce qu'était la réglementation américaine, comment on pouvait l'utiliser pour, tout en étant non américain, l'utiliser pour vendre des satellites à l'export vers des pays qui étaient plus ou moins sous sanctions américaines, notamment à la Chine. Parce qu'à l'époque, c'était ce que l'on avait réussi à faire. Et j'avoue que c'est un secteur ou une activité qui m'a passionné. Et j'en ai fait pendant 25 ans, tout le restant de ma carrière. Voilà. Je viens de partir à la retraite et je continue à faire cette activité qui est passionnante. Alors, vous l'avez dit, vous avez commencé dans le missile. Dans le spatial, on en est un petit peu éloigné. Une petite question peut-être un peu provocante pour démarrer cet entretien. Pourquoi les acteurs du spatial devraient se soucier du contrôle des exportations, puisque je comprends que ça s'attache plutôt à des produits sensibles, et pourquoi notamment des acteurs du spatial européens devraient se soucier de ce genre de réglementation ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que le domaine du spatial recouvre des technologies que l'on dit sensibles. Voilà. Et elles sont, en Europe, par exemple, assimilées bien souvent à du matériel de guerre, voire du matériel double usage. Donc le spatial fait partie de ces hautes technologies qui sont surveillées par les gouvernements, d'autant plus que cette industrie est dominante dans certains pays, par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc ils ont mis en place tout un tas de réglementations qui permettent de réguler le contrôle des exportations, et on en parlera, je pense, tout à l'heure, de toutes ces technologies. Et quand je dis technologie, ça peut être des gros engins comme les lanceurs, les satellites, etc. Mais ça va descendre jusqu'aux composants qui sont intégrés à l'intérieur des boîtes électroniques, etc., dans les satellites. Voilà. Et on va aller également jusqu'au service. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que le contrôle des exportations,
s'attache plutôt à des grandes entreprises, à des grands primes qui produisent parfois des grandes flottes de constellations un peu en turnkey et qui exportent ça de manière plus ou moins officielle à des pays étrangers, etc. Est-ce que, vu que actuellement le secteur spatial est en pleine mutation avec le New Space et bientôt le Next Space, est-ce que finalement ces nouvelles startups, ces nouvelles entreprises ont les mêmes contraintes que les primes ? Oui, elles ont exactement les mêmes contraintes. La loi est la même pour tous, que ce soit des nouvelles sociétés, des startups ou des grands groupes. La différence, c'est que les grands groupes ont les moyens de se doter d'une structure d'experts qui va les aider à gérer au mieux ce qu'est le contrôle des exportations, alors que les startups, elles vont pas attendre, mais elles vont essayer de voir dans quelle mesure elles sont concernées ou pas par ces exportations, hein, et puis peut-être découvrir qu'elles sont concernées, et j'espère pas trop tard. Voilà. Si elles sont avec Space Avocat, voilà. Elles sont sensibilisées. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une exportation ? Une exportation, c'est transférer une technologie qui est contrôlée, contrôlée matériel de guerre ou contrôlée double usage, soit en passage de frontière, donc dans un pays étranger, soit vers un étranger, même dans le périmètre national. Voilà. Donc, une start-up qui travaillerait par exemple dans les lanceurs, les lanceurs en général ne sont pas exportés, mais aujourd'hui, dans le New Space, on peut trouver par exemple des entreprises comme celle qui est en Allemagne, qui va lancer son satellite en Écosse. Elle va forcément exporter son lanceur, même si c'est au sein de l'Union européenne, il va y avoir une exportation, et si le produit est classé matériel de guerre, il lui faudra une autorisation. Donc là, les startups vont devoir se doter de cette connaissance pour pouvoir faire les demandes d'autorisation nécessaires dans ce cas-là. Oui, parce qu'une petite clarification, là vous disiez aller vers l'Écosse, justement, c'est plus l'Union européenne maintenant, mais si donc je comprends bien, la réglementation du contrôle des exportations s'applique également aux exportations intra-Union européenne. Exactement. Quand c'est du matériel de guerre, c'est le périmètre de contrôle, c'est le territoire national. Voilà, donc dès que vous sortez du territoire national ou que vous transmettez des informations, parce que les informations peuvent être également contrôlées, à un étranger dans votre pays. Voilà. Et au sein de l'Union européenne, si c'est du double usage, à ce moment-là, ce sera libre de circulation, sauf pour certaines technologies. Voilà, donc c'est un peu complexe quand on détermine une transaction de savoir, en fonction du classement du produit que l'on va exporter, s'il faut une autorisation ou pas. Tout à fait, parce que donc vous faites référence à cette notion de classement. Il y a donc les produits qui sont libres, les produits qui sont double usage, donc je parle sous votre contrôle. Si on est au niveau intérieur à l'Union européenne, on bénéficie de la directive et donc c'est libre circulation. Et ensuite, vous avez assimilé matériel de guerre, où là, vous êtes sur un contrôle toujours national. Exactement. Voilà. Et donc là, vous êtes contraint de suivre les règles, de demander une autorisation, vérifier que l'entité à qui vous allez vendre ce produit, le circuit que va avoir le matériel, etc. Tout ça, c'est bien autorisé. Il n'y a pas des sanctions, il n'y a pas des contraintes, des embargos, etc. Donc il y a toute une analyse à faire pour déterminer si cette transaction peut être faite ou pas. Et bien entendu, le déterminant de tout ça, c'est le classement du produit. Donc il faut avoir cette connaissance, puisque la loi impose que ce classement soit de la responsabilité de l'industriel. Il peut éventuellement se faire confirmer ce classement par les autorités, mais c'est de sa responsabilité. Et dans le New Space, on a plutôt des gens qui sont doués pour avoir des idées et les développer, pas forcément la connaissance des réglementations pour pouvoir déterminer quel est le classement de leurs produits. C'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, c'est un vrai réflexe à avoir en tête. On le met au niveau contractuel, mais il y a effectivement derrière tout un travail de classement, de classification qui est à faire pour éviter que la transaction se passe mal. Parce qu'en plus, les possibilités de correction sont assez difficiles à obtenir. On a parlé un petit peu de la réglementation européenne. Il y a quand même une grosse vague en ce moment de recherche d'opportunités à l'export, notamment pour les New Space françaises.
On voit pas mal de mouvements vers les États-Unis, peut-être aussi vers l'Asie, notamment l'Inde. En 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette réglementation de contrôle export spatial dans ces zones-là, notamment les États-Unis, par exemple? Alors, ce qui est très, très complexe avec la réglementation américaine, c'est qu'elle est extraterritoriale. C'est-à-dire qu'elle va s'appliquer partout dans le monde à partir du moment où vous allez acquérir ou utiliser la technologie américaine. Voilà. Si vous acceptez d'acheter cette technologie contrôlée par les autorités américaines, eh ben, vous acceptez dans le même temps d'être sous contrôle de ces réglementations. Ce qui signifie que quand vous allez utiliser et donc éventuellement réexporter votre matériel parce que vous avez acheté des composants électroniques aux États-Unis pour construire votre satellite ou votre boîte électronique, bien vous allez devoir respecter cette réglementation dans la réexportation. Donc vérifier que le destinataire, le pays, l'entité, tous ceux qui vont manipuler le produit, qui vont avoir accès à l'information, etc., sont autorisés par les autorités américaines. Et dans ce cas-là, vous allez devoir demander une autorisation américaine si le produit le nécessite vu son classement. Et c'est aussi de votre responsabilité, c'est pas de la responsabilité de celui qui vous a vendu le composant. Donc, vous devez connaître votre propre réglementation nationale et connaître également la réglementation américaine, vu son extraterritorialité. Sur les autres pays comme l'Inde, comme la Chine, qui essaient également de mettre en place sa propre réglementation en copiant un peu les Américains, on n'en est pas encore à ce stade de maturité de cette réglementation. Donc pour l'instant, ça se passe, je dirais, pas trop mal, puisqu'elles sont comparables aux réglementations que l'on a en Europe. Si on revient sur les segments du spatial, donc on a évoqué tout à l'heure cette gradation avec le libre d'échanger, le double usage et puis l'assimilé matériel de guerre. Si on prend quelques secteurs, quelques segments un peu spécifiques, par exemple les lanceurs, de manière générale, bien sûr, il faut faire une analyse, c'est un peu le disclaimer traditionnel des services réglementaires et juridiques, il faut naturellement faire une analyse en l'espèce et personnalisée pour chaque cas, mais de manière générale, quand on a un segment lanceur, quels sont les points d'attention à avoir? Alors, d'abord, le classement du lanceur. Dans la réglementation, il est dit que tout objet qui va au-delà de 300 km dans l'espace est considéré comme un objet spatial. Bon, déjà, c'est un premier critère. Le deuxième, c'est que s'il a un vol balistique, ben, il va être classé matériel de guerre. Donc, un lanceur, ben, il va rentrer dans ce domaine-là, même s'il n'est pas destiné à lancer une charge nucléaire, mais autre chose. Donc, il a de fortes chances d'être classé matériel de guerre. Et donc, si vous sortez du territoire national, vous aurez besoin d'une autorisation. Je ne sais pas si les acteurs du New Space qui travaillent dans ce domaine-là sont conscients de cette problématique. Alors, c'est assez rare le fait d'exporter un lanceur. Je vous ai cité un cas, mais je pense que c'est le seul, puisque cette technologie étant extrêmement sensible, elle reste sur le territoire. Kourou, lance Ariane, etc. Ça ne sort pas du territoire français, donc on vend pas. On vend le service de lancement. Voilà, donc c'est pas la même catégorie de classement. Donc les lanceurs peuvent être protégés sur tout ce qui est exportation lanceur. Par contre, ils achètent du matériel pour réaliser leur lanceur. Et donc, de ce côté-là, ils sont obligés de respecter les réglementations de leurs fournisseurs. Et s'ils sont américains, ben, ils vont être impactés par cette réglementation. D'où parfois les fameuses, c'est un peu placardé comme un autocollant promotionnel, mais pourquoi pas les fameux ITAR free. Voilà, oui. Alors, l'ITAR free, en fait, c'est un peu abusif, encore que après la réforme de la réglementation américaine en 2014, ils ont basculé beaucoup des composants électroniques qui étaient dans la catégorie ITAR dans une catégorie double usage. Donc maintenant, il est plus facile d'utiliser du matériel américain sans avoir à demander d'autorisation, essentiellement pour les constructeurs européens. Voilà. Ils peuvent avoir ces produits-là sans même nécessiter une autorisation. Si on prend un segment qui est un petit peu plus
émergents dans le secteur New Space. Quid des services en orbite? C'est un peu inclassable à l'heure actuelle. On fait beaucoup d'inventions, notamment contractuelles, pour les qualifier et pour les commercialiser. Comment est-ce que vous verriez ce genre de segment au regard du contrôle des exportations? Est-ce que déjà, par exemple, un service en orbite peut se voir attacher une notion d'export? Alors, oui, on va dissocier deux types de services, si vous voulez bien. Les services, par exemple, d'imagerie. Donc des satellites qui vont prendre des images et que les gens vont vouloir acheter, ils veulent voir leur maison, ils veulent voir leur terrain, etc. C'est l'objet qui va être classé, pas le produit. Et selon la précision au sol de l'objet, sa résolution, il va être classé matériel de guerre ou pas. Voilà, donc il faut connaître quelle est la précision de l'objet que l'on va réaliser pour savoir si l'objet lui-même sera classé et ensuite que les produits, donc les images, seront ou ne seront pas contrôlés selon ce que l'on veut en faire. Sur l'autre service qui est en train qui est en plein boom aujourd'hui, c'est-à-dire support à des satellites en fin de vie pour rallonger la durée de vie, de la récupération de débris. La réglementation française a changé en fin d'année et elle est passée maintenant en classement matériel de guerre pour les objets qui ont les capacités de rendez-vous. Alors, il y a des discussions actuellement pour clarifier l'étendue du contrôle matériel de guerre sur ce type de rendez-vous, parce que du rendez-vous, vous en avez sur l'ISS, vous en avez sur plein d'autres objets déjà existants. Donc, le qualificatif pour déterminer si l'objet qui va venir en rendez-vous est classé matériel de guerre ou pas, c'est si l'objet sur lequel il va s'accrocher est consentant ou pas. Et consentant veut dire qu'il a été préparé. Aujourd'hui, aucun satellite réellement n'a été préparé, ils ne le sont pas encore. Donc, dans le futur, on pourra échapper à ce contrôle matériel de guerre à partir du moment où l'objet aura été préparé. Il sera consentant pour recevoir un module de service supplémentaire, rallonger sa durée de vie, etc., etc. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Et donc, si un satellite vient pour s'accrocher avec une pince, par exemple, etc., ce satellite-là, cette technologie-là va être classée matériel de guerre parce que vous pouvez très bien aller vous accrocher à n'importe quel type de satellite. Voilà. Donc, c'est délicat et tous ceux qui se lancent dans ce domaine-là doivent savoir que pour les 10 années à venir, il va y avoir un contrôle matériel de guerre dans ces technologies. Si on prend un autre segment qui, lui, est aussi très présent dans le New Space, c'est tout ce qui est données. On a beaucoup de startups et de PME qui se lancent dans la création d'algorithmes, dans la création de services vraiment basés en mode SaaS, typiquement de plateformes. Est-ce que, puisque c'est immatériel, est-ce qu'il y a quand même un contrôle des exportations qui s'attache à ce genre de service? Tout à fait. Quand on dit technologie, je préfère parler de technologie contrôlée plutôt que de matériel contrôlé. C'est parce que le terme technologie va englober tout ce qui est contrôlé. Vous avez réalisé un équipement, je vais prendre comme exemple une boîte électronique, parce que c'est plus simple. Donc vous allez avoir cette boîte électronique qui va être contrôlée matériel de guerre, par exemple, ou matériel double usage, mais vous allez avoir également le logiciel qui est à l'intérieur. Vous allez avoir la matière qui a été utilisée pour le réaliser, éventuellement. Vous allez avoir les machines qui l'ont réalisé, les machines qui sont faites pour le tester, si elles sont spécifiques à ce matériel qui est contrôlé. Vous allez avoir les données techniques. Et tout ça va suivre le classement du produit. Autrement dit, le contrôle lié au classement du produit. Donc, si vous avez des données techniques que vous voulez échanger sur un produit qui est contrôlé, vous aurez besoin des mêmes autorisations que si vous exportiez le matériel. Alors quand je dis échanger, ça peut être oralement. On est en train de discuter, je vous parle d'un produit matériel de guerre, vous n'êtes pas français, même si je suis en France, j'ai fait une exportation et je n'ai pas le droit si je n'ai pas obtenu l'autorisation. Donc que vous le fassiez oralement, que vous le fassiez par moyen informatique ou sur un document, tout ça va constituer des exportations
Et donc, vous êtes obligé de le couvrir par une autorisation en cas de contrôle. Quels sont les grands conseils que vous pourriez donner, des conseils un petit peu génériques, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, à des patrons de start-up, PME, du spatial, et qui découvrent finalement ce genre de contraintes-là? Qu'est-ce qu'il y aurait comme un peu à faire, à ne pas faire pour le contrôle des exportations? Alors, vous l'avez peut-être compris à travers nos échanges, le point crucial, c'est le classement. C'est-à-dire que vous serez concerné par le contrôle des exportations si votre technologie est contrôlée. Donc, la première chose à faire, c'est déterminer quel est le classement de votre produit. Alors, évidemment, j'ai passé sous silence le fait que vous devez travailler à l'export. Si vous ne travaillez pas à l'export, vous ne serez pas concerné. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était trivial. Mais la première chose à faire, c'est le classement. Et vous saurez à ce moment-là quelle réglementation va s'imposer à vous. Est-ce que c'est du double usage? Est-ce que c'est du matériel de guerre? Et bien entendu, c'est pas le même niveau de contrainte dans un cas et dans l'autre. Voilà. Donc mon conseil, c'est déterminer le classement de votre produit. Alors, c'est pas trivial parce qu'il faut connaître les performances du produit. Donc, vous avez besoin de la personne qui a imaginé le produit, qui l'a réalisé, etc. Et vous avez besoin d'une expertise de la réglementation. Le classement d'un produit étant de la responsabilité de l'industriel, c'est à vous de le faire. Et si vous n'en êtes pas sûr, à ce moment-là, vous demandez auprès des autorités qui pourront vous confirmer ou pas son classement. Mais c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas le classement, vous ne pourrez pas continuer. Et si vous vous trompez dans le classement, ben vous allez vous tromper dans tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire, vous n'allez pas appliquer la bonne réglementation. Si vous considérez que votre produit n'est pas contrôlé, évidemment, vous ne ferez rien. Et ben, on vous prendra plus tard avec la patrouille. Ça peut être au passage en douane. Votre produit va être bloqué parce que les douaniers vont vous demander quel est le classement de votre produit. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon classement? Et vous serez obligé de vous justifier. Et si vous vous êtes trompé, ça signifie que vous avez réalisé une violation puisque vous avez tenté d'exporter un produit contrôlé sans autorisation. C'est de la contrebande. C'est de la contrebande, voilà. Vous avez tout à fait raison sur les aspects pratiques, classement et classification des produits et services. Et c'est vrai qu'au niveau contractuel, ça se retrouve aussi. Nous, quand on fait des contrats à l'export, on a ce souci de discuter avec le client pour avoir des clauses qui sont adaptées aux réels besoins pratiques de la transaction, qui surtout imposent, notamment quand on achète des solutions ou qu'on achète du matériel, une assistance de la part du fabricant pour bien donner les informations à jour sur ce qui est vendu pour que, in fine, le client puisse faire ce travail de classification avec des données véritables et non pas avec des données erronées ou parcellaires qui pourraient venir troubler le jugement. Alors, c'est vrai, il faut absolument demander les classements de tout ce que l'on achète pour être sûr que on n'utilise pas des produits ou réexporter des produits qui ne seraient pas autorisés selon la destination que l'on envisage. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous allez réaliser une réexportation de ce matériel, vous devenez responsable du classement du produit que vous avez acheté. Donc, obtenir le classement du fabricant, c'est une bonne chose, c'est essentiel. Mais vous devez avoir la connaissance pour confirmer que ce classement est correct. Puisque s'il n'est pas correct, s'il s'est trompé, vous allez vous tromper derrière et vous devenez responsable de l'erreur que vous allez commettre. Voilà. Donc, surtout faites attention à ce genre de problématique. Cette connaissance du classement et des réglementations, surtout américaines, puisqu'elle est extraterritoriale et nationale, celui-là est essentiel. Un autre segment qui peut être intéressant à évoquer avec vous, c'est le segment des composants. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de new space ou de PME qui souhaitent créer des lanceurs, qui souhaitent créer des solutions intégrées, mais vous avez aussi tout un écosystème de sous-traitants et de fabricants de pièces qui, eux, peuvent être concernés par cette problématique de contrôle des exportations. Tout à fait. Quand on parle de technologies contrôlées, ces technologies, elles peuvent être aussi bien sur des produits très sophistiqués comme le lanceur ou le satellite, mais elles vont descendre également très bas dans les constituants et donc les composants électroniques essentiellement de haute technologie qui vont être contrôlés. Et certains peuvent aller même jusqu'à être contrôlés matériel de guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on réalise des satellites d'observation de la Terre qui ont une précision de plus en plus forte. Et par exemple, le détecteur
c'est quelque chose que vous n'allez pas acheter ou trouver dans votre téléphone ou dans votre smartphone. Donc, c'est des produits et des technologies qui sont hautement contrôlés. En général, les fabricants de ces produits-là sont surveillés. Ils ont, quand ils travaillent dans le domaine militaire, des financements qui viennent des ministères des armées, donc ils savent qu'ils sont contrôlés. Mais quand on parle des composants électroniques plus classiques, là on tombe un petit peu entre les deux, du double usage ou du contrôlé matériel de guerre. Et quand on achète du matériel américain, on a souvent la surprise de tomber sur des technologies qui étaient anciennement ITAR, qui ont basculé dans le double usage, dans une catégorie qui est excessivement contrôlée. Et là, on doit faire attention parce que cette technologie peut être interdite de réexportation vers beaucoup de destinations. Et donc, il faut connaître quelles sont les sanctions qui sont définies par les États, notamment les États-Unis, quels sont les embargos, et vous allez devoir les appliquer. Donc, vous allez devoir ce qu'on appelle screener, c'est-à-dire déterminer quel est le client à qui vous allez vendre le produit, quelles sont les entités qui vont voir passer le produit ou les informations associées à ce produit-là. Et tout ça est de votre responsabilité. Donc, il y a des outils qui peuvent vous permettre de faire ça sans avoir à connaître toutes les sanctions qu'il y a dans le monde. Mais ça va être de votre responsabilité. Bon, Pierre, un grand merci pour ce balayage à 360 degrés d'un sujet qui est effectivement crucial. Je vous remercie parce qu'effectivement, vous m'aviez contacté par email pour qu'on puisse discuter de ce sujet-là. Et je pense que c'était intéressant que vous veniez dans le podcast pour avoir cet angle très spatial finalement du contrôle des exportations qui, il est vrai, traditionnellement, on voit plutôt attaché au matériel militaire, au matériel de défense, mais le spatial, par sa nature de double usage, est aussi touché par ces critères, par ces contraintes, et qu'il convient, en tant qu'industriel, quelle que soit la taille de l'industriel, que ce soit un Prime ou un New Space, eh bien, il faut s'attacher à les connaître et à les mettre en pratique au niveau juridique, réglementaire, mais même au niveau de son business, parce que finalement, vous disiez qu'il y a certains pays qui peuvent être sous sanctions, sous embargo, et là, ça vous ferme ou vous ouvre, le cas échéant, certaines portes. Voilà. Donc, effectivement, on peut utiliser le contrôle des exportations comme un avantage pour une société qui connaîtrait bien ses réglementations par rapport à la concurrence, par exemple. Vous allez trouver des possibilités d'utiliser ou d'obtenir une autorisation, alors que quelqu'un qui ne connaît pas la réglementation aura plus de difficultés. Donc ça peut être également un différenciateur pour la concurrence. Voilà. Écoutez, le contrôle des exportations, un avantage concurrentiel. Tout à fait. C'est un vaste projet. Merci encore pour votre présence et pour toutes ces informations très précieuses. Merci à vous. Et à très bientôt. Très bientôt.